Bon mercredi, bon retour de relâche. J'aurais vraiment aimé être avec vous. J'avais hâte de vous revoir, j'avais hâte de vous jaser, de savoir ce que vous avez fait pendant votre relâche. Puis ça m'aurait pas dérangé de perdre 10 minutes pour placoter avec vous autres de comment vous avez relaxé, qu'est-ce que vous avez fait pour en profiter. Mais perdre une heure, là, ouf, OK. Il y a un examen qui s'en vient. Les autres enseignants ont fait leur matière, donc là, je ne peux pas me permettre de rien faire. Là, je vais faire une vidéo. Ce qui est plate, c'est que j'aurais certainement pas fini à 4 heures. Il va falloir que je le finisse à la maison ce soir, que je l'enregistre puis que je vous le publie. En espérant que vous l'écoutiez ce soir pour que demain, P1, et ce qui me déstabilise, c'est la fameuse période rejet au S217 local sans... Je déteste ce local-là. De toutes mes périodes sur 18 jours, c'est la seule fois que je sors de mon 212. Puis, c'est ça, je l'ai échappé. Je l'ai oublié. Donc, c'est un peu plate. On va faire ce qu'il faut pour revenir, donc être à jour, pas être en retard, puis être en même temps que tout le monde à l'examen. Puis je ne vais pas vous pénaliser. Fait que voilà, je vais faire cette petite vidéo-là pour vous expliquer. Je voulais aujourd'hui, donc c'était mes intentions, faire un petit retour sur ce qu'on a vu avant la relâche. Fait que ça fait quand même assez longtemps. Il y a beaucoup d'informations dans le cours numéro 1. Mais je vais surtout axer sur les 3 conditions pour avoir un équilibre. C'est quoi une réaction à l'équilibre? Donc, je vais parler de ça. Je vais apporter un peu de matériel pour vous montrer. Donc, je vais commencer avec ça. Puis ensuite, je prendrai du temps pour vous montrer le cours numéro 2, quel est l'effet de la concentration. Du moins, la concentration, au moins voir la concentration. Je ferai un rappel demain matin rapide sur la concentration et l'effet sur l'effet d'équilibre, sur le système à l'équilibre, et je verrai la température pour ne pas prendre de retard, pour que d'ici la fin de semaine, on ait vu ces 2 éléments-là, ces 2 facteurs-là importants. Fait que je vous rappelle que la semaine passée, ou il y a 2 semaines plutôt, on a vu des conditions pour qu'on ait un système qui est à l'équilibre. D'abord, il y a des réactions qui existent autour de nous, dans notre environnement, qui sont directes, qui sont complètes. Donc, une réaction qui passe du point A au point B, le A se transforme en B, ou le A se transforme en B ou en C, peu importe, mais les réactifs disparaissent complètement et les produits sont les uniques éléments présents dans le système à la fin. Mais cette réaction-là se fait que dans un sens, comme une combustion, par exemple, ou une oxydation. Il y a d'autres réactions chimiques, par contre, qui sont réversibles. Et dans des situations où le système pourrait faire les 2 réactions simultanément, lorsque la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse, on peut obtenir ce qu'on appelle un système à l'équilibre, où finalement, comme un réactif qui devient un produit, mais simultanément, il y a un produit qui devient réactif. Et là, on obtient ce qu'on appelle, et je fais la balance, là, je mets une balance pour vous montrer qu'il y a comme une espèce d'équilibre. J'en envoie un là, j'en envoie un là, bien, ça va rester en équilibre. Dans le cahier, on donne en exemple, l'analogie est quand même assez bonne, de livres qui seraient à la bibliothèque. Les emprunts de livres et les retours de livres se feraient à la même vitesse. Fait qu'on ramène 2 livres, il y a 2 livres qui sont loués. On ramène 3 livres qui sont loués. Finalement, la vitesse à laquelle ça rentre, la vitesse à laquelle ça sort de la bibliothèque, étant donné que la vitesse serait la même, bien, on observerait la bibliothèque et on aurait l'impression qu'il n'y a aucun changement qui se passe. Fait que visuellement, on appelle ça macroscopiquement, on ne voit pas de changement. Donc, si on ne voit pas de changement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais ce n'est pas vrai. En chimie, il y a des fois des systèmes où on dirait qu'il ne se passe rien, mais il y a une réaction directe et inverse qui se passe simultanément, ce qui n'a pas d'impact sur les propriétés, sur le visuel, sur le volume, sur la température, sur la pression, sur la masse, le pH, voilà. Fait qu'on a un système donc, qui doit être réversible, c'est la première condition. En haut, ici, on a mis les 2 petites flèches, là, c'est super important. Ici, j'ai essayé de me... Ouais, voilà. Ça, ici, c'est vraiment, vraiment important. Tout le reste du chapitre 7, et même dans le chapitre 8, on continuera à parler d'équilibre. Il faut toujours faire des flèches égales.
Donc, une qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre sens, et faire des petites flèches, là, mais les faire égales. Si on en fait une plus grosse, c'est comme si on favorise un côté plutôt que l'autre. La vitesse est plus grande d'un côté que l'autre. À ce moment-là, on ne serait pas à l'équilibre. Deuxième truc d'importance, deuxième condition, c'est d'avoir un système fermé. Bon, là, je vais revenir comme ça pour être capable de réduire. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'explain everything. Là. Alors, je rush un petit peu là. Vous serez indulgent. Je disais donc, deuxième condition, c'est d'avoir un système qui est fermé. Mon système fermé, voyons. Je le rapetisser un peu. Ah, voilà. OK. Mon système fermé ne veut pas dire qu'il est nécessairement physiquement fermé, mais il ne faut pas qu'il y ait de fuite de matière. C'est juste ça que ça veut dire fermé. Fait qu'il ne faudrait pas que, lorsqu'il y a un système qui est à l'équilibre, il y ait, lorsqu'il y a présence d'un gaz, par exemple, lors de la réaction chimique, il ne faudrait pas qu'il y ait un gaz qui s'échappe. Sinon, ben là, il y a de la matière qui fuit d'un côté ou de l'autre, et là, on n'a pas du tout possibilité d'avoir un équilibre. Fait qu'un système fermé peut être avec un bouchon, mais ça peut être aussi un système dans lequel la réaction chimique se passe à l'intérieur du bécher et qu'il n'y a pas de gaz d'impliqué. Fait qu'on appelle ça quand même un système fermé parce qu'il n'y a pas de fuite de matière. Un exemple d'un système fermé où on n'a pas besoin de bouchon, c'est une solution sursaturée. Donc, si j'ai préparé une solution saline, on a fait ça il y a quelques jours. Donc, j'ai suffisamment de sel pour qu'il y ait un dépôt dans le fond. On a brassé, et j'ai un dépôt. Et cette quantité de sel-là est la même depuis plusieurs jours. Donc, la salinité ici est à 100%, c'est-à-dire tous les interstices sont remplis. Donc, la concentration, elle est constante. Présentement, la concentration en sel de ma solution est constante. Et la masse de sel à l'intérieur, le volume que ça occupe dans mon bécher est aussi constant. Je pourrais le constater avec les mesures ici, quoique ce n'est pas un instrument de mesure, mais tout de même, on ne voit pas de changement. Ça, on appelle ça les propriétés macroscopiques. Donc, à l'œil nu, je ne vois aucun changement. Le système est fermé parce qu'il n'y a pas ici de fuite de matière. Il n'y a pas d'eau salée qui fuit, il n'y a pas de sel qui fuit, il n'y a pas de perte de matière parce qu'il n'y a pas de gaz, en fait, d'impliqué tout simplement. Sinon, s'il y a implication d'un gaz, bien là, il faut qu'il y ait un bouchon. J'ai un exemple ici d'un système à l'équilibre. Il y a quelques jours, on a mis de l'eau dans un ballon. On a mis un bouchon, puis on a attendu quelques jours sur le bord de la fenêtre. Il y a eu de l'évaporation parce qu'au début, il n'y avait rien la première journée. À la deuxième journée, on commence à avoir des petites gouttelettes. Et là, ce matin, il y en a encore un petit peu plus. Et là, je suppose qu'il est à l'équilibre, mais peut-être que si j'attends demain, il va en avoir encore plus. Bref, lorsque le nombre de petites gouttes, si je pouvais le mesurer, et le volume ici surtout, c'est plus facile à mesurer, le volume de liquide, lorsqu'il est constant, j'aurai un système à l'équilibre. D'abord, c'est réversible, évaporation et condensation. Deuxièmement, c'est un système fermé. Il y a implication d'un gaz, donc il faut qu'il y ait un bouchon. Il n'y a pas de fuite de matière, il n'y a pas de perte possible de matière. Et troisièmement, bien, les propriétés macroscopiques sont constantes. C'est-à-dire, je vois les deux substances, je vois du gaz, puis je vois des petites gouttes de liquide. Donc, je suppose qu'il y a du gaz ici, puis c'est saturé en gaz, que la pression atmosphérique, pas atmosphérique, mais la pression du gaz ici est constante aussi. Si j'avais un instrument pour aller mesurer la pression qui pousse sur mon bouchon, elle serait constante. La température ne varie pas, le volume ne varie pas, puis voilà. Fait que ça, les propriétés sont constantes. J'ai un système à l'équilibre qui est fermé physiquement en plus. On aurait la même chose, dernier exemple, avec un thermomètre. Un thermomètre, en fait, c'est un liquide qui est à l'intérieur. C'est plus du mercure. Là, depuis longtemps, on utilise de l'alcool coloré. Donc, mon alcool qui est ici est à l'état liquide, mais dans la colonne ici où il n'y a pas de rouge, il y a quand même une colonne de vert qui est remplie de gaz d'alcool. Fait qu'il y a un équilibre à l'intérieur d'un thermomètre. Évidemment, quand ça monte, c'est parce que là, on donne de la chaleur, il y a un transfert qui se fait, il y a une dilatation, donc ça va prendre de l'espace, puis ça va pousser d'ailleurs sur la colonne, ça va compresser le gaz, mais il y a du gaz. Ici, c'est de l'éthanol tout simplement qui est à l'état gazeux. Donc là, j'ai de l'éthanol liquide qui s'évapore et la réaction inverse, c'est la condensation. C'est exactement le même principe que ça, sauf que là, c'est de l'alcool.
Et si la température ne bouge pas, c'est-à-dire le volume de liquide ne bouge pas, le volume de gaz ne bouge pas, les propriétés macroscopiques sont constantes, c'est bien bouché, j'ai un système à l'équilibre ici. J'ai un autre système à l'équilibre dans, j'ai dit dernière, mais finalement j'en avais un autre. Un autre exemple, les bonbonnes. J'ai une bonbonne d'azote. Je pourrais avoir une bonbonne de propane. La bonbonne, lorsqu'elle est remplie ou lorsqu'elle contient encore du gaz, puis je la brasse, j'entends un liquide à l'intérieur. Donc, il y a une quantité X plus ou moins grande de liquide et le reste, c'est du gaz. Bien, il y a aussi, encore une fois, un équilibre qu'on dira un équilibre physique qui est dynamique. Dynamique veut dire que ça bouge, mais je ne m'en rends pas compte. Mais il y a une évaporation encore et une condensation. C'est un système fermé. C'est réversible. Les propriétés macroscopiques seraient constantes. C'est sûr que ce n'est pas facile à voir dans une bonbonne, mais s'il y avait une jauge avec une pression, puis je voyais que la pression ne change pas, c'est fermé. Si c'était transparent, puis je voyais le liquide, le volume de liquide qui ne bouge pas, bien, je pourrais constater et mentionner que c'est à l'équilibre. Voilà. Fait que ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu. Par contre, moi, je vous demande d'aller faire les exercices dans le cahier. Les premiers exercices que vous avez à faire, les premières pages, j'ai déjà envoyé le corrigé complet là, du cahier Option Sciences, mais il y a 3 ou 4 pages au début qui posent des questions sur est-ce que c'est en équilibre, c'est-tu pas en équilibre, qu'est-ce que ça prend, est-ce que c'est un système fermé ou un système ouvert? Fait que, allez faire quelques questions là-dedans. Je vous dirais que ce n'est pas la majorité des questions qui auront lieu dans quelques semaines. L'examen est prévu pour le 28 mars, mais il y a peut-être une question qu'on va vous poser sur les conditions du système à l'équilibre. Donc, est-ce que c'est à l'équilibre? Voilà. Fait que prochaine diapo, je commence le Châtelier. Alors, cours numéro 2, assez rapide, c'est le principe, en fait, qui a été trouvé par un Français qui s'appelle Le Châtelier. Lui a observé des systèmes à l'équilibre et il a observé que si on changeait certains facteurs, comme mettons, je fais chauffer mon ballon qui est en train de faire évaporation, condensation. Si je le fais chauffer, bien, je vais modifier l'équilibre, je vais favoriser une réaction plutôt qu'une autre, ce qui va débalancer un peu mon équilibre, mais que le système, lui, va faire en sorte que ça revient en équilibre. On dit que le système va s'opposer au changement. Le système vit un stress et il va répondre à ce stress. Donc, c'est comme dans n'importe quelle situation, tout tend à revenir à l'équilibre. On le dit dans les transferts, par exemple, de chaleur. Rien ne s'opère, rien ne se crée, puis que, dans le fond, s'il y a un débalancement, une concentration trop élevée, le système va essayer de la diminuer en transférant du soluté, comme dans les systèmes biologiques. Fait que je vous amène à ma première petite diapo ici. J'aurais aimé ça qu'elle soit en premier plan, mais là, je ne me casserai pas trop la tête. OK. Donc, on sait qu'un système à l'équilibre, bien, la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse représentée par des petites flèches de même taille. Donc, les réactifs deviennent produits et au même moment, des produits deviennent réactifs. Donc, finalement, on est dans une situation équilibre. Le système, à ce moment-là, c'est réversible. Le système serait fermé. Les macroscopiques sont constantes. Donc là, on pourrait dire, oui, on est en équilibre. À ce moment-là, si on décide de changer quelque chose, si je décide de changer la concentration, par exemple, j'ai une réaction avec un acide, puis je décide de rajouter des H+, de rajouter de l'acide dedans, ou je décide de retirer, par exemple, un constituant. J'ai une réaction chimique dans laquelle il y a un gaz qui se dégage, puis j'ouvre un peu le contenant, j'enlève un petit peu de gaz. Est-ce que le système va rester comme ça ou réagira pas? C'est sûr que non. Le Châtelier a prouvé que le système allait aller à l'encontre de ce que je lui impose, c'est-à-dire va essayer de le rétablir, cet équilibre-là. Donc, je pourrais changer la température, je pourrais changer la concentration. Et en dernier lieu, on verra ça la semaine prochaine, on va parler de la pression du gaz que je pourrais changer aussi, c'est-à-dire changer le volume, par exemple. À l'intérieur d'une seringue, je pourrais comprimer une seringue, comprimer le gaz dans un système à l'intérieur qui serait à l'équilibre et ça pourrait aussi changer
donc la vitesse d'une réaction plutôt qu'une autre. On appelle ça le principe de Le Chatelier, c'est-à-dire on modifie une condition d'un système à l'équilibre, puis le système va réagir pour s'opposer au changement, c'est-à-dire je le réchauffe, il va essayer de le refroidir. J'augmente la concentration de réactifs, il va essayer de diminuer la concentration de réactifs. Je diminue la quantité de réactifs, il va essayer d'en produire plus pour compenser. Fait qu'il va essayer de rétablir cet équilibre-là en faisant le contraire de ce que je lui impose. Ça, c'est important. J'ai une image ici qui est quand même relativement facile à comprendre. Donc, j'ai un système à l'équilibre. Je suis en train de tout modifier. Voilà. J'ai un système à l'équilibre comme une espèce de petite balance ici en haut avec des réactifs à gauche et des produits à droite. Exemple, si j'ajoute du réactif, voici mon premier exemple ici à gauche. Donc, si j'ajoute d'un côté du réactif, si c'était une vraie balance, on verrait que ça pencherait d'un côté et je tomberais en déséquilibre. Alors, pour rétablir l'équilibre, le système le fait tout seul. C'est comme par magie. Il va envoyer un petit peu de réactif du côté des produits, c'est-à-dire il va favoriser une réaction qui va enlever des réactifs et rajouter des produits pour rétablir l'équilibre. Fait que jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, il va favoriser une réaction plutôt qu'une autre. Donc, c'est ce qui est écrit. Oh là là, je suis en train de tout changer. Là. Un instant. Oh mon Dieu. Ça fait trop longtemps que j'ai joué avec ça. Ça, je m'en vais mettre ça là, ici. OK, je m'excuse là pour... ça, je devrais toujours enlever. Non, je ne peux pas l'enlever. Non. Oh non, puis là, j'ai plus mes... Oh là 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 là. Caméra. OK, je suis revenue. Je m'excuse de tout ça. Bon, OK, donc je disais, si je rajoute des réactifs, on favoriserait, dans ce cas-ci, la vitesse de la réaction directe. Donc, dans ce cas-là, je vais augmenter la flèche. Ce que je fais, c'est que la double flèche, qui était identique, la flèche du haut et celle du bas étaient identiques, mais là, je vais en faire une un petit peu plus foncée. C'est comme ça qu'on le représente, OK? Fait que si je vous demande laquelle est favorisée, représentez-le dans la réaction chimique, bien, vos deux flèches, vous ne les faites plus égales, vous en mettez une un peu plus foncée, par exemple. Et ici, le changement va favoriser la directe parce qu'on a trop de réactifs et le système s'oppose, c'est-à-dire il veut faire le contraire, en enlever. Fait que si je vais en enlever, je vais favoriser la directe. Comme ça, je vais enlever des réactifs et je vais remettre des produits, ce qui va ramener l'équilibre. Fait que ça, c'est ma première option. Je pourrais aussi ajouter des produits. Donc là, en rose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des produits à droite. Ça déséquilibre encore une fois, mais le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser la réaction inverse pour prendre des produits, un peu de produit, en enlever, puis le mettre du côté des réactifs. Donc, la vitesse de l'inverse devrait augmenter parce qu'il favorise la réaction inverse. Je vais mettre une flèche un petit peu plus grosse qui va aller de droite vers gauche, c'est-à-dire de produit vers réactif, qui est l'inverse, et jusqu'à ce que le système retrouve évidemment son équilibre, parce que c'est sûr que le système va retrouver son équilibre. Fait que je diminue, je vais essayer de diminuer voilà, cette image-là ici, voilà. Et je vous amène maintenant à mes 3 conditions. Avec le principe de Le Chatelier, on a découvert qu'il y avait seulement 3 facteurs qu'on pouvait modifier et qui avaient un impact sur un état d'équilibre. Fait que la concentration peut avoir un impact sur l'état d'équilibre, la température, un impact sur l'état d'équilibre et la pression. Je me garde pression pour la fin parce qu'on a très peu parlé des gaz jusqu'à maintenant. Et donc, je devrais vous définir un peu pression là, en ce moment-là. Je ferai ça lundi. Donc, c'est les 3 facteurs qui peuvent temporairement modifier l'équilibre, mais le système va faire l'inverse de ce que je lui impose pour rétablir l'équilibre, je vous rappelle. Donc, c'est quoi l'utilité? À quoi ça sert? Bien, ça peut servir évidemment dans les industries. Une industrie peut faire une production d'aluminium, production de méthane, production d'ammoniac. Comme ici, on parle d'un procédé industriel qui est la production d'ammoniac. Et donc, si je veux faire plus d'ammoniac, bien, il faut que je favorise la réaction directe.
Donc, qu'est-ce que je peux faire pour favoriser la réaction directe? Bien, je pourrais mettre plus de N2, comme ça le système va vouloir le baisser et va favoriser la directe. Et comme ça, je vais augmenter la vitesse à laquelle le nombre de moles par seconde de NH3 produit va augmenter. Je pourrais aussi augmenter la quantité d'H2, la quantité d'N2, on appelle ça la concentration. Et la concentration, en passant, c'est uniquement pour les gaz et les solutions aqueuses. Je ne peux pas augmenter la concentration d'un solide, je ne peux pas augmenter la concentration d'un liquide, uniquement gaz et aqueux. Je pourrais changer la température, étant donné qu'il y a de l'énergie impliquée. Bien, si j'augmente la température d'un système, c'est-à-dire je le fais chauffer, le système va vouloir le refroidir. Il va donc favoriser l'endothermique. On va voir ça dans un deuxième temps. C'est mon deuxième facteur. Et on pourrait aussi changer la pression, étant donné qu'on a des gaz impliqués. Mais je vous amènerai là une autre fois dans le détail. On pourrait aussi étudier l'impact de différents facteurs sur des systèmes en équilibre, comme en environnement. Donc, l'impact, par exemple, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère ou l'impact des changements climatiques sur un système à l'équilibre dans l'océan, par exemple, parce que dans l'océan, à l'intérieur de l'eau, il y a des réactions réversibles qui sont à l'équilibre, qui sont stables depuis plusieurs années, puis tranquillement, pas vite, bien, en augmentant un peu la température, puis le système se remet en équilibre, il se restabilise, mais ça commence à être de plus en plus difficile. Les élèves de bio, d'ailleurs, ont fait des super systèmes. Je ne sais pas si vous les avez vus, là, mais dans le local 211, j'étais allée en chercher un, de système à l'équilibre ici. Donc, c'est vraiment un système fermé. D'ailleurs, il y a plusieurs réactions chimiques dans cet écosystème, parce que je devrais plus appeler ça un écosystème, mais il est à l'équilibre dans le sens qu'il y a des réactions réversibles qui ont lieu présentement à l'intérieur du pot. Que la température est stable, que la pression à l'intérieur du tube de verre est stable, que le volume et tout, finalement, tout est stabilisé. Je pourrais même regarder la concentration en gaz carbonique, la concentration en oxygène à l'intérieur de l'air ici. Il y a de l'eau à l'intérieur de la Terre ici. La Terre est humide, mais il y a vraiment un équilibre d'évaporation et condensation. Fait que c'est comme si que le cycle de l'eau ici se fait tout seul. Tu n'as même pas besoin d'arroser ce système-là. C'est comme une représentation de notre planète en miniature. Moi, je trouve ça extraordinaire, qu'est-ce qu'ils ont fait. On pourrait l'explorer davantage puis voir différentes réactions qui sont présentes à part la fameuse évaporation et condensation qui est le cycle de l'eau. Mais juste le cycle de l'eau, c'est un système qui est à l'équilibre. Donc, c'est intéressant. Je vois plein de gouttes d'ailleurs sur le bord. Puis, tu sais, ces systèmes-là, on n'a pas besoin de les arroser. C'est autonome, parce que c'est un système à l'équilibre. Fait que l'acidité, par exemple, ben là, on mentionne ici le gaz carbonique réagit avec H2O. Fait que dans nos nuages, parce qu'on envoie du CO2 dans l'atmosphère, et on pourrait faire le même parallèle avec l'acide nitrique, les oxydes nitreux, c'est-à-dire, puis les oxydes sulfuriques, les oxydes sulfureux, c'est-à-dire qui sont libérés par soit des usines ou encore la combustion de l'essence. Ça s'en va dans nos nuages en haute atmosphère. À ce niveau-là, bien, il y a quand même des rayons assez puissants qui vont faire une réaction chimique, donc on a besoin d'énergie. Et le H2O et le CO2, ou l'oxyde nitreux et sulfurique, fait une réaction chimique et forme de l'acide. Fait que c'est soit l'acide carbonique, l'acide sulfurique ou l'acide nitrique, mais ces acides-là se dissolvent dans l'eau de pluie et ça nous retombe dessus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les pluies sont légèrement acides. Bien, si on augmente la quantité de CO2, j'augmente le CO2, qu'est-ce qui arrive au système? Le système va essayer de le diminuer. S'il diminue, il favorise la directe. Donc, c'est pour ça que l'eau est de plus en plus acide parce qu'il y a de plus en plus de CO2 envoyé dans l'atmosphère. Fait que c'est quand même intéressant à comprendre tout ça. Fait que je passe à la prochaine diapo pour vous parler concentration. Bon, troisième cours sur encore le système à l'équilibre où on a, donc on amène un changement. Le premier changement ou le premier facteur, c'est la concentration. Le deuxième, on parlera de la température et troisièmement, de la pression. Donc, la concentration, c'est que je change par unité de volume la quantité de particules ou la quantité de moles que j'ai présent. Il faut que ça soit absolument quelque chose de gazeux, quelque chose d'aqueux. Je ne peux pas changer la concentration, la force d'un solide. Il est à 100% pur, donc je ne pourrais pas augmenter ou changer sa concentration.
Fait que, selon le principe de Le Chatelier, que je vous ai montré dans le cours 2, lorsque j'ai une situation à l'équilibre, la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Je vais faire ça puis ça à place. Je suis comme à l'envers. Le système est fermé, les propriétés macroscopiques sont constantes. Je vous rappelle les 3 conditions. Si je décide de changer la concentration, le système, selon le principe de Le Chatelier, le système va s'opposer au changement que je lui impose en faisant l'inverse. Fait que si je décide d'augmenter la concentration du réactif, il va essayer de le baisser. Si je décide d'augmenter la concentration du produit, il va essayer de le baisser. Si je baisse la concentration du produit, il va l'augmenter. Fait que finalement, il va toujours faire le contraire de ce que je lui impose. Donc, quand je dis ce que je lui impose, c'est ce que le technicien impose, c'est-à-dire la technicienne ou moi, je rajoute quoi dans mon bécher, qu'est-ce que j'amène de plus, qu'est-ce que j'ajoute ou qu'est-ce que je retire. Ou encore, qu'est-ce que l'environnement ajoute ou retire. OK? Parce que ça pourrait être pas dans un laboratoire, mais ça pourrait être dans la nature. Donc, première section de mes notes de cours. Puis là, j'ai juste pris 2 petites photos pour vous montrer comme la base, mais demain, je vous réexpliquerai. Puis je vais peut-être garder mes petites démos pour demain. Donc, les références sont là. Selon le principe de Chatelier, je modifie une condition, un système déjà en équilibre. Il cherchera à s'opposer en partie au changement et donc faire le contraire pour rétablir l'équilibre finalement. J'ai une première réaction ici. Ma réaction, c'est du dihydrogène qui réagit avec le diiode et qui produit du HI. Finalement, notre réaction directe s'appelle une synthèse, c'est-à-dire je fabrique une molécule, et la réaction inverse s'appelle une décomposition. La synthèse et la décomposition se fait à la même vitesse. Vous remarquerez que mes flèches sont égales. D'un côté, j'ai des réactifs, l'un incolore, l'autre violet. Fait que l'ensemble des 2 réactifs, ça fait violet. Le produit qui est formé, lui, est incolore. Fait que si j'ai un mélange des 2, ça donne violet. Attention, parce que je pourrais avoir une réaction chimique où d'un côté, mettons, c'est jaune, les réactifs sont jaunes, les produits sont bleus. Fait que quand je vais les mélanger ensemble, étant donné que les 2 sont présents, ça me donnerait vert, mettons. OK? Donc là, ça me donne incolore. Si j'augmente la concentration d'un réactif, OK? J'ai écrit ici gaz ou aqueux parce que je rappelle et je persiste, c'est super important, les gaz et les solutions aqueuses peuvent augmenter leur concentration ou la diminuer, pas les solides, pas les liquides. Fait qu'ici, j'ai un équilibre initial. Fait que voici les propriétés macroscopiques au départ. Regardez, observez la couleur qu'il y a au départ. Ensuite, ce que je fais comme changement, j'ajoute de l'hydrogène. L'hydrogène, il est ici, il est de toute façon incolore, mais je rajouterai de l'hydrogène et une fois le nouvel équilibre atteint, la couleur est plus pâle. Et là, moi, je pourrais vous poser comme question, pourquoi? Donc, pourquoi, lorsque je rajoute du H2, la couleur est plus pâle? Ou je pourrais vous demander, est-ce que la couleur sera plus foncée ou plus pâle, donc plus proche du violet ou un peu plus incolore? Donc, je vous explique ici qu'est-ce qui se passe. Là, je vais essayer de me prendre un crayon, comme ça. Là, je vais écrire avec mon super doigt. J'ai ma réaction qui est ici. Comme ça, là. Je vais voir ma réaction comme il faut. Quoi que je pourrais la réécrire. Donc, j'ai du H2 plus du I2. Et ça me donne à l'équilibre 2 HI. Ouais, c'est pas super beau. Okay. La première des choses à faire quand je fais un problème de changement d'équilibre, de changement que j'apporte à un système, je vais commencer par identifier sur quoi j'agis. Fait que là, ici, je commence par dire, OK, j'agis sur le H2. L'action que je pose, je vais utiliser une flèche pour l'indiquer. OK, ça, c'est un truc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez juste lire toute l'affaire, le faire dans votre tête, puis dire « Ah, c'est plus pâle parce que vous avez bien compris. » Mais au tout début, on est peut-être mieux d'aller étape par étape. Hein? Donc, étape par étape, j'agis sur l'hydrogène. Là, est-ce que j'augmente l'hydrogène ou je le diminue?
L'action ici qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène ici, je vais faire une flèche pour montrer que l'action, c'est que j'agis sur augmentation de l'hydrogène. Et je vais même l'encercler. L'encercler, c'est pour me dire, attention, ça, c'est ce que l'environnement a fait ou ce que la technicienne a fait. Okay? Ce n'est pas le système qui fait ça, c'est ce que j'impose. Fait que ce que j'impose, je l'encercle. Ensuite, je vais utiliser une autre couleur et je vais maintenant analyser qu'est-ce que le système, lui, va faire. Le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir Oh, mauvais choix de couleur. Je recule. Je vais prendre le noir. Et le rouge, tiens. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Le système, il va vouloir baisser la quantité d'H2. Pour baisser la quantité d'H2, il faudrait le faire réagir. Donc, il faudrait aussi baisser l'IA qui va réagir avec lui parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de collisions plus de collisions entre I et H. Et on va favoriser la directe. Donc, je vais faire une flèche un petit peu plus grosse qui s'en va vers la droite parce que si je veux essayer de le baisser, je suis ma flèche ici, si je veux essayer de le diminuer, il va falloir que je fasse plus de produits. Fait que je prenne mes réactifs puis je les diminue pour augmenter ma quantité de produits. Tasser ça de là. Voilà. Ici. Fait que augmenter ma quantité de HI. Ça, c'est ce que le système va faire. Ça, c'est super important, là. Ça, c'est ce que le système va faire. Fait que si le système fait ça pour rétablir l'équilibre, il y a trop d'hydrogène, il va essayer de le baisser, il va faire augmenter, veut pas, le HI. Si j'augmente le HI, je m'en vais voir dans ma réaction ici, le HI, il est incolore et le I2 est violet. Fait que je vous remarquerai que j'ai baissé ma quantité de violet et j'ai augmenté l'incolore, donc ça explique pourquoi ça devient plus pâle. Fait que si j'augmente la quantité d'hydrogène, le système fait le contraire. S'il fait le contraire, c'est qu'il veut que ça baisse. S'il veut que ça baisse, il va en enlever. Et il va aller produire plus de produits et retirer des réactifs. Il va favoriser donc la directe. Le système va favoriser la directe, ce qui va donner une couleur un peu plus pâle. Vous remarquerez quelque chose de super important ici, c'est que la flèche qui devient plus grande pointe toujours qu'est-ce qui monte. Ça, retenez ça, là. La flèche pointe toujours qu'est-ce qui monte. C'est logique aussi. Si on favorisait l'inverse, on ferait augmenter les réactifs. Si on favorise la directe, on va favoriser, augmenter les produits. Fait que ça serait ma première situation où j'ai décidé d'augmenter le HI. Ce que je pourrais faire aussi, c'est diminuer le HI. Ah, je suis en train de m'effacer carrément. OK. OK, je m'en vais prendre ceci. Je vais le monter. Juste ça, voilà. OK, je vous montre la situation et je termine avec ça. Je diminue la quantité d'H2 et là, je vois que c'est plus foncé. Donc, dans le ballon, la couleur devient plus foncée. Donc, pourquoi ça devient plus foncé? Donc, il faudrait être en mesure de répondre à ça. Donc, pourquoi c'est plus foncé? D'abord, je vais réécrire mon équation. Je vais laisser garder les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc, j'ai du H2, j'ai du I2 et j'ai une double flèche pour donner ça. Tout bouge. Qui va donner du HI. Soit dit en passant, il y a un 2 ici. Je ne suis pas sûre que je l'ai mis tout à l'heure. Peu importe. J'ai une double flèche qui indique que c'est présentement à l'équilibre. Ce que j'impose au système, je vais utiliser une couleur particulière. Je vais identifier sur quoi j'agis, sur le H2. Et ce que je ferais ici, c'est que j'ajouterais du H2. Non, ça, je l'ai fait tantôt. C'est lui. Retrait de H2. Fait que ceux-là, je pourrais même retirer off. C'est pas très grave. Donc, ici, j'ai retrait de H2. Donc, retrait de H2 veut dire que je enlève, je vais l'encercler, j'enlève du dihydrogène au système. Ça, c'est ce que le système impose. OK?
OK? Donc, c'est pas ce que le système fait, c'est ce que, pas le système impose, mais ce que l'environnement impose, donc, ou le technicien. On enlève du H2. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le système va s'opposer au changement. Il va faire le contraire. Fait que s'il veut faire le contraire, il va vouloir le monter. Fait que vous faites toujours des flèches contraires. Fait que ça monte, il faut que ça descende. Si ça descend, il faut que ça monte. Quand même pas très compliqué. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire si je veux que ça augmente? Est-ce que je m'en vais plus vers la droite ou je m'en vais vers la gauche? Donc, si je veux que ça augmente, il faudrait que logiquement, je favorise l'inverse. En favorisant l'inverse, je vais augmenter le HI, je vais augmenter le H2, ce que je veux, et veut pas, ben, je vais baisser un petit peu la quantité de HI. Je vous fais encore remarquer que la flèche qui est plus grosse va pointer ce qui monte. Ça, c'est toujours vrai. J'ai oublié de faire ma petite flèche en bas comme ça. Donc, la flèche pointe qu'est-ce qui est favorisé ou la vitesse qui va augmenter. Ça va être vraiment la réaction inverse qui va augmenter sa vitesse et qui va contrer finalement le changement que j'ai imposé. Donc, j'ai fini. Ça va sonner dans... Le cours termine dans quelques minutes. J'ai le temps au moins de voir la base. De vous expliquer, en fait, tout le monde, le principe de Le Chatelier. Là, j'ai des flèches d'en face. De vous expliquer au moins le principe de Le Chatelier qui s'oppose au changement. De vous expliquer un petit peu que la concentration peut favoriser la directe ou l'inverse. À partir de là, ben, on va pouvoir comprendre pourquoi quand je prends des petites bouteilles et que je les shake, ça change de couleur. Je vous montrerai mes deux petites démos demain. Quoique je ne suis même pas sûre que mes démos vont fonctionner. Je vais le faire sur l'autre diapo. OK, je vous fais ça. Les solutions, le problème, c'est qu'ils sont instables. Il y a des produits chimiques là-dedans qui sont vieux. Puis quand on le fait une journée, 24 heures plus tard, la solution ne marche plus. J'ai peur que ça ne marche plus. Fait que je vais le faire sur l'autre diapo, juste au moins vous montrer si jamais ça ne marche pas demain. Bon. OK. Première solution, je les appelle mes feux de circulation parce que c'est les couleurs des feux de circulation pratiquement. Ma solution, elle est jaune ici. Demain, je peux vous montrer au tableau. Je reviendrai sur la bouteille jaune. Dans le fond, c'est du NaOH. Donc, c'est déjà très basique ce qu'il y a à l'intérieur ici, qui réagit avec un sucre. La réaction va produire du H2O puis des ions et la réaction est réversible. Présentement, elle est à l'équilibre, mais on a rajouté juste un petit colorant pour voir la couleur, pour voir le pH. Okay? Présentement, le pH est stable parce que la couleur ne change pas. L'indicateur, c'est du carmine indigo. Le carmine indigo, il est jaune quand c'est très, très basique. La réaction va réagir avec l'oxygène, OK? Fait que ce que je fais, puis je vous montrerai demain au tableau, je répète, là, mais je vais vous montrer au tableau demain en quoi l'oxygène a un impact là-dedans. Mais en brassant ma solution, là, si je la brasse un peu, je fais réagir l'oxygène davantage, c'est-à-dire j'augmente la quantité d'oxygène. Le système va donc vouloir baisser la quantité d'oxygène à l'intérieur. Vous voyez, c'est déjà revenu à l'équilibre. Fait qu'il va vouloir diminuer la quantité d'oxygène et donc va favoriser une réaction plutôt qu'une autre. Donc, vous allez voir demain. Je vous montre ici, si je brasse un peu, c'est que je mets un petit peu d'oxygène. Fait que là, ça fait varier le pH. C'est plus à l'équilibre, mais hop, tranquillement, pas vite, on revient à un pH plus équilibré. Et si je brasse très, très, très fort, j'obtiens, tadam! Une couleur verdâtre, parce que là, j'ai vraiment beaucoup changé mon pH parce que j'ai mis beaucoup d'oxygène à l'intérieur. Encore une fois, bien là, il faudrait que je renouvelle ma quantité d'oxygène dans mon pot, puis à un moment donné, le pH puis l'indicateur fonctionne plus bien. Fait qu'on va voir si ça marche encore demain, si au moins vous aurez vu le changement de couleur. La deuxième, mais vous l'avez vu en classe, je l'avais montré, elle avait quand même bien fonctionné. J'ai une solution ici qui est incolore avec un indicateur coloré. Et quand je mets de l'oxygène à l'intérieur, cette solution qui est à la base très basique devient moins basique. Elle est encore basique, mais elle est moins basique avec l'oxygène. Mais le système, tranquillement, va vouloir rétablir l'équilibre. Fait que si j'arrête, elle va revenir à un état d'équilibre et on va revenir à une couleur qui est transparente. Tadam!
c'est quand même assez magique et chouette. Bon, alors on s'en reparle demain.